La mode est-elle une manière d'afficher notre pouvoir ? Aujourd'hui, dans mon tout premier podcast, on va répondre à cette question et j'espère que ça va vous plaire. La mode, elle a toujours, du moins historiquement, permis de montrer de quelle classe sociale on faisait partie. La noblesse avait des tissus spécifiques et c'est pareil pour les militaires. Et puis, comme on voit, surtout en France, avant la Révolution française, il y avait le clergé, la noblesse et le tiers-état. Et chacune des trois classes avait une tenue vestimentaire différente, associée à un pouvoir différent et associée à une place dans la société différente. Et donc, à la question « la mode est-elle une manière d'afficher et d'affirmer notre pouvoir ?», on serait tenté de dire oui très facilement. Mais on verra dans ce podcast que, effectivement, il y a certaines nuances et certains contre-exemples. Ensuite, on remarque très facilement que toutes les maisons de luxe ont cherché à créer quelque chose d'inaccessible, à créer une image d'un produit, d'une marque inaccessible à certaines personnes de la société. Et donc là, une fois de plus, on voit qu'il faut avoir un certain pouvoir pour accéder à ces marques. Même si on remarque donc dans les maisons de luxe, chaque maison de luxe essaye en fait d'être inaccessible pour une personne, pour une partie en fait de la population. Et c'est ça qui la rend attrayante. Mais du coup, on pourrait également relier ça au fait que plus un vêtement coûte cher, plus il est inaccessible et plus on donne cette impression que la personne a du pouvoir, elle a du pouvoir d'achat, mais elle a aussi du pouvoir dans la société. Parce qu'en effet, la mode permet d'affirmer, de montrer le pouvoir qu'elle a, permet de montrer le pouvoir que nous avons dans la société, mais il y a différentes catégories de pouvoir. Il y a le pouvoir économique, il y a le pouvoir de la société, il y a le pouvoir politique, et il y a encore d'autres pouvoirs en fait. Le prix devient un signe visible de supériorité hiérarchique. Parce que même si, après la Révolution française, on a essayé de casser cette hiérarchie des classes, on est tous d'accord aujourd'hui pour dire qu'il y a encore des classes sociales. Tout le monde ne fait pas partie de la classe élevée, de la classe supérieure, tout le monde ne fait pas partie de la classe moyenne, et tout le monde ne fait pas partie de la classe populaire, inférieure. Et le style, la façon dont on s'habille, a toujours reflété notre personnalité et notre place dans la société. Le vêtement, en fait, est un outil qui permet de contrôler notre image et de contrôler l'image qu'on veut renvoyer de nous-mêmes aux autres. Et la mode devient un outil de transgression sociale, comme je vais montrer avec l'exemple donc du tiers-état, du clergé et de la noblesse. Mais c'est aussi très intéressant d'analyser les tenues des femmes. Parce que c'est vrai que la plupart des personnes de pouvoir à l'époque étaient essentiellement des hommes. Les femmes n'avaient pas accès au pouvoir et à la liberté d'expression avant. Mais c'est tout aussi intéressant d'analyser la façon dont les femmes s'habillaient à l'époque selon leur catégorie et selon leur classe sociale. Et même au fur et à mesure des années, des époques, les femmes se sont habillées différemment. Donc après la Révolution française, la liberté vestimentaire est dorénavant un principe démocratique. Donc en fait, s'habiller comme on le souhaite fait partie de la démocratie. Comme je l'ai dit, les vêtements féminins ne suivent pas la même trajectoire que ceux des hommes. C'est là qu'on voit particulièrement la haute couture arriver et prendre une place très importante au sein de la société. Parce que même si le régime politique a changé et même si on est censé avoir accès à plus de liberté, la vision des femmes et la place des femmes dans la société ne changent pas du jour au lendemain et les tenues vestimentaires permettent effectivement de montrer une certaine liberté. Et on le voit même dans les années folles, les femmes prennent de plus en plus de liberté, montrent leurs genoux, montrent leurs épaules et dévoilent un peu plus de leur personnalité. Et ça va aussi avec le pouvoir, parce que la femme a dorénavant le pouvoir de s'exprimer comme elle le souhaite à travers ses vêtements. Or, ce n'était pas le cas avant, avec des corsets très serrés. Au 19e siècle, la maison de couture du français Charles Frederick Worth transforme totalement le rapport
de la femme à la haute couture et le rapport de la femme aux vêtements en général. Il va changer totalement le rapport entre la clientèle et le couturier. Parce que avant, c'était les femmes qui disaient au couturier ce qu'elles voulaient. Mais avec ce couturier et avec ce changement, cette nouvelle façon d'intégrer la mode à la société, c'est dorénavant le couturier qui choisit pour la femme. Et on le voit dans de nombreuses maisons de luxe, encore même aujourd'hui, grand nombre de directeurs artistiques sont des hommes. Et la plupart utilisent la femme comme muse. Et on le voit même pour les souliers de Christian Louboutin, la femme est la muse du directeur artistique. On le voit avec Yves Saint Laurent, évidemment, et ses magnifiques costumes qui épousent la femme, mais encore une fois, à travers les costumes, on voit une digression et un pouvoir de la femme qui évolue, parce que la femme peut dorénavant s'habiller comme un homme et porter un costume. Et il y a encore plein d'autres exemples de marques et de maisons de luxe, de couturiers qui vont habiller la femme et c'est pas la femme qui va choisir comment elle s'habille. Et c'est vrai qu'il y a un désir de la femme de s'habiller chez un couturier renommé et un directeur artistique homme, puisque l'homme crée pour la femme et la femme cherche à avoir du désir de l'homme. Et si un homme sait habiller une femme, c'est que les hommes vont la regarder. Et c'est le cas des maisons comme Valentino, qui ont merveilleusement bien épousé le corps d'une femme. Et puis, c'est donc au XIXe siècle, avec le couturier que nous avons cité précédemment, que le monde de la mode change, puisque, on l'a vu, le couturier choisit pour la femme. C'est totalement innovant. En fait, ça devient beaucoup plus facile pour la femme parce que elle n'a plus à se soucier de ce que les gens vont penser d'elle. Si par exemple, moi je décide de créer une robe, et j'aurais peur que les autres ne l'aiment pas, alors que si on l'a créée pour moi, c'est que inconsciemment, je vais penser qu'elle plaît aux autres puisqu'on l'a créée à ma place. Aujourd'hui, se pose un problème avec l'ultra fast fashion. Parce que, en effet, l'ultra fast fashion a pour but de reprendre les tendances et de les créer et de les sortir tous les mois. Tous les mois, il y a des nouvelles tendances et il s'inspire du luxe. Et en fait, là, il y a aussi un changement radical puisque le pouvoir peut se trouver dans la main des plus défavorisés. Puisque, en fait, en s'inspirant des tendances, on copie les personnes ayant du pouvoir pour faire comme si on en avait aussi. Sauf que ça pose problème parce qu'en fait, il y a énormément aujourd'hui d'inspiration. Quand on va dans des magasins d'ultra fast fashion, en fait, les sacs, ils sont inspirés des maisons de luxe, les chaussures sont inspirées des maisons de luxe. Je pense par exemple aux ballerines de Chanel nude et noir sur le bout. Les sacs aussi, moi, ça me marque énormément. Il y a eu beaucoup de copies des sacs Bottega Veneta. Voilà. L'ultra fast fashion s'inspire des plus riches. Mais donc, le pouvoir devient accessible à tout le monde. Pas au même prix, certes, mais on rentre dans une société où le paraître domine tout le monde, partout et tout le temps. Le fast fashion a fait basculer le luxe parce que, en fait, ce qui était à l'époque non accessible à une certaine partie de la population devient accessible à un prix très peu coûtant. On remarque que le luxe est une marque de pouvoir, mais qu'en fait, les vrais riches ne montrent jamais de logo ou de signes apparents de richesse. Donc ça voudrait dire que le pouvoir est en fait caché, mais qu'on est censé nous-mêmes le trouver. La façon dont les femmes s'habillent change radicalement dans les années 20 avec Coco Chanel. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, les années folles vont complètement changer la vision de la femme dans la société. Avant, la femme devait avoir une taille fine, des hanches marquées, une belle poitrine. Et puis, elle montrait son pouvoir par sa façon de s'habiller. Mais Coco Chanel en a eu marre que la femme doive toujours montrer son pouvoir en étant habillée de façon peu confortable. Alors, elle a inventé le pantalon. Et oui, en effet, le pantalon qui était à la base destiné
uniquement aux hommes devient accessible aux femmes. Et c'est une vraie révolution dans le monde de la mode et un tournant dans le pouvoir. Ce qui veut dire que maintenant, les femmes peuvent s'habiller comme les hommes. Or, les personnes qui ont du pouvoir sont les hommes. Et ça voudrait dire que les femmes peuvent donc accéder au pouvoir. Il devient de plus en plus difficile par les vêtements de déterminer le statut social d'une personne. Et on le voit également avec l'apparition du jean dans la pub de Brad Pitt ou même encore dans la fameuse pub Calvin Klein ou Kate Moss et l'égérie. On a encore plein d'autres exemples avec les mouvements punk et hip-hop. Le mouvement punk est évidemment connu grâce à Vivienne Westwood. Et puis encore, il y a l'apparition aujourd'hui des vêtements non genrés. Donc tout est renversé et tout est beaucoup plus compliqué à comprendre. Parce qu'à l'époque, les hommes s'habillaient d'une certaine façon, les femmes s'habillaient d'une autre. Et selon la catégorie sociale, chacun avait un vêtement type, alors qu'aujourd'hui, tout le monde peut accéder aux vêtements qu'il souhaite et tout le monde peut accéder au pouvoir, ou du moins faire comme si il en avait. Et alors, pourquoi la plupart des personnes ayant du pouvoir ignorent la mode ? Je vais prendre comme exemple les personnalités comme Steve Jobs et Mark Zuckerberg qui ont eu énormément de pouvoir. Et on voit qu'ils ne font absolument pas attention à la façon dont ils s'habillent. Voilà, un col roulé, un sweat, un jean et c'est plié. Mais alors, pourquoi les personnes ayant du pouvoir ne prêtent pas attention à la mode ? Évidemment, toutes les personnes ayant du pouvoir n'ignorent pas la mode. Il y a évidemment certaines personnalités qui font attention à la mode, comme les dirigeants des pays, qui sont toujours en costume 3 pièces. Après, on a l'exemple du dirigeant en Ukraine qui, lui, décide d'être habillé en tenue de militaire, mais ça renvoie également un message. Il montre qu'il n'est pas un dirigeant classique et qu'il est prêt à tout le temps aller au front. Et puis, même dans les films, la personne intelligente a toujours une certaine tenue. Des lunettes, elle est décoiffée, elle a un style classique, non apparent, non extravagant, pour pas qu'on la remarque. Et en fait, après, quand elle change du tout au tout et qu'elle devient une personne populaire, et ben en fait, elle commence à prendre soin de son apparence et de qui elle est. Et en fait, pour les personnes avec du pouvoir et dit comme intelligents aux yeux de la société comme Steve Jobs et Mark Zuckerberg, en fait, ça serait une façon de dire que pour eux, le temps, c'est réellement de l'argent et qu'ils n'ont pas le temps de considérer leur apparence comme quelque chose d'essentiel. Ils préfèrent investir, réfléchir, chercher, etc. Donc ça montrerait cette personnalité d'eux, mais encore une fois, même en négligeant son apparence, en fait, ça renvoie quelque chose de nous dans la société et une certaine place que nous avons et un certain pouvoir que nous avons dans la société. Dans les séries et dans les films, ça voudrait dire qu'une personne intelligente ne peut pas prendre soin de son apparence et une personne qui prend soin de son apparence serait donc un peu moins intelligente et un peu bête. C'est très cliché, mais comme je vous l'ai dit, en fait, pour certaines personnalités publiques et certaines personnes considérées comme intelligentes et novatrices, en fait, ils prennent pas trop soin de leur apparence. Mais ça veut pas pour autant dire que des personnes qui ont énormément de pouvoir ne prennent pas non plus soin de leur apparence et ne sont pas pour autant bêtes. Mais c'est l'image que la société a de la personne intelligente et de la personne qui a donc du pouvoir. Un peu ce nerd derrière son ordinateur avec ses lunettes, geek, etc. Mais c'est très cliché, mais c'est vrai. C'est ce qu'on pense. C'est ce que la société pense des personnes qui négligent leur apparence. Une personne intelligente ne peut pas prendre soin de son apparence parce que son statut lui empêche de consacrer ses énergies à de si basses préoccupations. La mode ici est donc totalement négligée, alors que, on l'a vu, pour les femmes, la mode a clairement permis une libération de la parole de la femme. Et c'est non négligeable. Mais encore une fois, il faut nuancer nos propos parce qu'en fait cette vision est très occidentale et en fait dans le monde, donc au Moyen-Orient ou même en Asie ou en Inde par exemple, la mode est centrale, vraiment.
tous les hauts dirigeants ont vraiment une certaine posture, une certaine place, ont du coup énormément de pouvoir et s'habillent de façon très réfléchie. Par exemple, le fait de porter des habits traditionnels, c'est profondément ancré dans les cultures et c'est un symbole de luxe et d'appartenance à la haute société. Donc en fait, hormis notre vision occidentale, en fait, tous les hauts dirigeants, enfin pratiquement tous, et dans les cultures, c'est très important la façon dont on s'habille. Et donc j'ai pris l'exemple de l'Inde avec les tenues en soie, enfin c'est vraiment, c'est limite une religion de s'habiller, et même en fait dans les religions tout court, la façon dont on s'habille dit clairement notre pouvoir et notre place dans la société. Euh, j'ai un peu hésité à parler de la religion musulmane, mais en fait, je trouve ça intéressant d'en parler parce que les femmes n'ont pas donc le même pouvoir que les hommes dans la religion musulmane et leur habit définit clairement le pouvoir qu'elles ont, qui est très minime, alors que l'homme a vraiment tout le pouvoir. Je pense, je vais prendre le pays le plus extrême dans ça. J'ai parlé de l'Afghanistan, où voilà, les femmes portent le voile intégral, et en fait, ça montre clairement qu'elles n'ont pas de pouvoir parce qu'elles n'ont même pas la possibilité de choisir leur tenue. Après, évidemment, et heureusement qu'il y a des femmes qui font ça par choix et non à cause d'un homme. Mais c'est vrai que, bon, en Afghanistan, quand même, la liberté de la femme est très peu existante. Donc, encore une fois, à travers la mode, on remarque que selon la façon dont on s'habille, définit le pouvoir que nous avons dans la société, qu'il soit existant ou inexistant. La mode dispose clairement d'un pouvoir totalitaire. Il est d'ailleurs intéressant de constater que les crimes commis par cette industrie sont largement ignorés ou pardonnés. Parce qu'en fait, la mode décide de ce qui est normal ou de ce qui n'est pas normal. Et aujourd'hui encore, beaucoup de personnes se voient critiquées parce qu'elles osent s'habiller d'une certaine façon. Ça frôle en fait l'eugénisme. C'est-à-dire que selon la culture où on vit, au mieux on s'habille dans les codes et au mieux on va être apprécié, au mieux on va avoir accès à certaines choses. On peut clairement parler du beauty privilège qui permet d'avoir beaucoup plus de pouvoir qu'une personne perçue comme négligée. Et donc en fait, on crée clairement une sorte d'eugénisme. La fast fashion, elle pollue clairement tous nos rapports à la mode. Parce que avant la mode était pour les élites et aujourd'hui elle est beaucoup plus accessible et d'une certaine façon heureusement que les classes les plus populaires ont accès à cette mode et à cette chance de pouvoir choisir notre tenue, parce que je pense clairement que notre tenue définit la personne que nous sommes. Au plus on va essayer de se cacher et au plus on est une personne discrète et au mieux on va s'amuser avec les vêtements et au mieux on essaie d'être extraverti ou alors d'effacer des complexes par la mode, parce que en fait c'est juste génial de pouvoir euh, changer, on peut clairement changer de morphologie selon le vêtement qu'on porte. Si on a envie d'être oversize, notre morphologie va changer. Si on a envie de marquer la taille, on aura envie d'avoir une certaine féminité parce que les clichés sont encore vrais. Euh, Et en fait, on remarque vraiment que la mode définit qui nous sommes et définit la place que nous avons dans la société et définit le pouvoir que nous avons, qu'on soit d'accord ou non. Même si on s'habille en fast fashion, on n'a pas autant de pouvoir que quelqu'un qui a la possibilité de consommer du luxe, même si on essaye de limiter. Et en fait, comme dit Coco Chanel, on n'a pas la chance de pouvoir faire une deuxième fois une première impression. Et en fait, la façon dont on s'habille peut créer également des amitiés, peut rapprocher et en fait créer un certain pouvoir en fait, clairement. Pour conclure, la mode est donc un signe de pouvoir, qu'il soit économique, social, culturel, parce qu'on a vu que là on a eu une vision assez occidentale, mais que en vrai, dans les pays du Moyen-Orient ou dans les pays asiatiques, en réalité la mode est clairement un signe de pouvoir et que les plus hauts dirigeants ne négligent absolument pas. Hein.
Et c'est également une forme de pouvoir sur les autres. Au mieux on va s'habiller, au mieux on va avoir l'air d'avoir du pouvoir, et au mieux en fait on pourra diriger, avoir des postes à haute responsabilité. Et on le voit même dans, je prenais l'exemple donc des films et des séries, mais dans Le Diable s'habille en Prada, quand Anne Hathaway au début elle a une apparence négligée, et qu'en fait quand elle a du pouvoir, bah, c'est parce qu'elle est bien habillée. Enfin, tout est relié et tout est pareil partout en fait. On ne peut plus et on ne peut pas négliger la mode. Ce n'est pas possible. La mode est donc bien une manière d'afficher notre pouvoir, mais surtout un pouvoir qui est symbolique. Elle permet de montrer notre richesse, notre statut et notre autorité. Cependant, elle peut aussi être un espace d'expression ou de résistance. Il y a eu pas mal de mouvements en fait dans l'histoire où les femmes se sont rebellées par leur tenue vestimentaire, et moi je trouve ça hyper cool que la mode puisse être porteur de certains messages aussi importants que la liberté de la femme. Et donc la mode est un terrain de lutte entre domination et liberté. Et j'espère que ce petit podcast vous aura plu, vous a fait réfléchir, vous a peut-être fait apprendre des choses, ou du moins a poussé une certaine réflexion de votre part. Je vous mets toutes les sources que j'ai utilisées dans la description. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans la bienveillance, qu'ils soient positifs ou négatifs. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, ou si vous êtes d'accord, ou si vous voulez débattre, voilà. En sachant que je ne cherche pas à faire ces vidéos pour avoir de la visibilité, mais juste pour m'éclater moi, et me faire des réflexions sur la vie en général et le monde qui nous entoure. Parce qu'en fait, c'est juste super intéressant d'analyser les autres par leur tenue vestimentaire. Et je pense que aussi, la mode est un milieu très restreint, et c'est pas pour rien, parce que tout le monde ne peut pas y accéder, et tout le monde n'a pas le même pouvoir. Et tout se voit dans la façon dont on s'habille. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt peut-être, qui sait. Au revoir!